Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir le docteur Karel Bénistan, qui est donc la responsable du centre de référence des pathologies du collagène de la Réunion-Poincaré. Je ne me trompe pas. Du centre de référence des syndromes des nerfs dans l'os non vasculaires. D'accord, donc j'ai pas de retard. Merci de le rappeler. Voilà. Donc, c'est une problématique, comme vous savez, le syndrome des nerfs dans l'os fait partie de ce qu'on appelle les comorbidités qui sont importantes à prendre en compte dans l'évaluation du syndrome de fatigue chronique et qui posent des problèmes diagnostiques importants. Et dans les syndromes des nerfs non vasculaires ou alors peut-être je suis encore en retard, n'ont pas de marqueur génétique. Je suis encore en retard? Oui, d'accord, je suis encore en retard, ok. Donc on va voir, c'est bon, ça a raison. Et enfin, qui était réputé de ne pas avoir de marqueur génétique jusqu'à un passé récent. Et donc, ça pose des questions de classification diagnostique, puisque beaucoup de patients qui ont notamment des douleurs musculo-articulaires ont pu recevoir un diagnostic souvent par excès des syndromes des nerfs dans l'os, ce qui est bon, qui pose un problème d'ordre médical et scientifique de mon point de vue, parce qu'il faut être précis dans cette terminologie. Mais il faut reconnaître que certains patients aussi avaient bénéficié, même en n'ayant pas d'authentique syndrome des nerfs dans l'os, avaient bénéficié des mesures notamment physiothérapie, les gants, peut-être un mot, les mesures de prise en charge qui sont associées au syndrome des nerfs. Donc, il y a quelque chose d'intéressant, des informations à prendre, des partages d'expériences à faire. Je pense que ça c'est intéressant. Voilà, alors merci beaucoup, Clara. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup de m'avoir invité à venir vous parler de ces maladies. Et vous voyez que déjà dans le titre, j'ai parlé donc des syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire et des désordres du spectre de l'hypermobilité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette nouvelle notion qui a été proposée par le consortium international. Donc, les syndromes d'Ehlers dans l'os sont un groupe de maladies héréditaires du tissu conjonctif, on va en parler. Vous allez voir qu'il y a une hétérogénéité à la fois sur le plan clinique et sur le plan génétique dans ces maladies. Ce sont des maladies qui sont dues à des anomalies de structure ou de biosynthèse de protéines de la matrice extracellulaire, on va le définir aussi, et qui vont entraîner des altérations des propriétés biomécaniques des tissus. Cliniquement, ils sont caractérisés par la triade hypermobilité articulaire, hyperélasticité cutanée et fragilité tissulaire. Il en existe plusieurs types, on va les détailler. Vous verrez que les phénotypes sont souvent multisystémiques, parfois chevauchants, ce qui complique un petit peu lors du diagnostic initial. La morbidité est importante et puis parfois, dans certains types, la mortalité peut être accrue chez certains patients plus précocement. Il y a aussi cette notion de handicap plus ou moins sévère chez les patients. Et puis, on va voir donc, que ce sont des maladies génétiques rares, qui restent rares, avec une prévalence qui est estimée à 1 pour 5000, mais qui va varier selon le type de syndrome d'Ehlers dans l'os, et parfois donc particulièrement rare, avec des prévalences à 1 sur 1 million. Le diagnostic, il repose sur l'association de critères majeurs et mineurs, et puis sur l'identification du variant génétique causal. Ça, c'était juste pour introduire un petit peu les choses. Je vais maintenant vous faire un petit rappel sur le tissu conjonctif pour ceux qui sont moins familiers avec ça. Donc, tissu conjonctif, c'est ce qui forme notre charpente architecturale. C'est un tissu qui est important et qui explique nombre des symptômes rencontrés chez nos patients Ehlers dans l'os, puisqu'il est présent dans les tendons, les ligaments, les capsules, les fascias, le derme, l'hypoderme, les muqueuses, la cornée, les vaisseaux, l'os, le cartilage. C'est un tissu qui relie, qui soutient, qui protège, qui sépare les tissus, les organes. Et ce tissu conjonctif, il est constitué de cellules et de ce qui nous intéresse beaucoup dans les syndromes d'Ehlers dans l'os, d'une matrice extracellulaire qui va entourer ces cellules. Cette matrice extracellulaire, elle est faite de protéines fibreuses, dont les collagènes, qui vont être noyées dans un gel polysaccharidique hydraté fait de glucosaminoglycane, protéines qui sont importantes aussi dans les syndromes d'Ehlers dans l'os.
Et la composition de cette matrice extracellulaire et sa structure va varier selon les tissus. Cette matrice extracellulaire, elle va donc avoir plusieurs propriétés, des propriétés mécaniques. En particulier, elle va assurer cette structure aux capsules, aux tendons, aux ligaments. Elle va avoir aussi à être un lieu de diffusion des nutriments, des métabolites, des hormones. Et puis, elle va avoir un rôle de régulation du comportement des cellules qui sont à son contact, en termes de développement, migration, prolifération, forme, fonction métabolique des cellules. Et elle va aussi être un réservoir de molécules bioactives. Elle est constituée en grande partie de collagène, qui sont donc des protéines prépondérantes dans cette matrice extracellulaire et qui sont un composant principal, notamment dans la peau, les tendons, l'os, les cartilages. Mais d'autres protéines sont également présentes dans cette matrice extracellulaire et qui vont nous intéresser à la fois dans les syndromes d'Ehlers-Danlos et puis dans les diagnostics différentiels des syndromes d'Ehlers-Danlos, comme la ténacine, l'élastine, la fibrilline, qui vont être impliquées donc, dans diverses maladies. Un petit rappel aussi sur la synthèse du collagène fibrillaire. Important de comprendre qu'en fait, cette synthèse, elle se fait en plusieurs étapes. À chaque étape, eh bien, il y a des gènes qui sont impliqués et chaque gène va pouvoir expliquer différents types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et donc, on va avoir la synthèse de chaînes alpha, 3 chaînes alpha qui vont s'assembler, qui vont ensuite former une triple hélice qui va être sécrétée sous forme de procollagène, qui va maturer sous forme de collagène et qui va ensuite s'assembler en fibrilles, puis en fibres. Et c'est toutes ces étapes successives qui vont pouvoir, à un moment donné, être perturbées par la mutation d'un gène impliqué dans ces différentes étapes. Alors, vous avez vu que le tissu conjonctif est très important et ça explique pourquoi les syndromes d'Ehlers-Danlos sont des maladies qu'on dit multisystémiques. Alors, on connaît bien sûr souvent ces histoires d'hyperlaxité articulaire qui se compliquent d'entorse, de luxation à répétition, de douleur chronique, la fragilité des tissus. Mais en fait, on a aussi, donc, maintenant, on connaît bien, donc, outre l'atteinte articulaire, l'atteinte cutanée, maintenant l'atteinte neuromusculaire dans certains types, l'atteinte digestive, l'atteinte pulmonaire, l'atteinte ORL et l'atteinte ophtalmologique chez ces malades. Historiquement, ce sont 2 dermatologues français et danois qui ont laissé leur nom à ce terme compliqué de syndrome d'Ehlers-Danlos. C'était donc Edvard Ehlers et Henri-Alexandre Danlos. On a longtemps pensé qu'il s'agissait en fait d'une entité unique. C'est pour ça qu'on disait le syndrome d'Ehlers-Danlos. Alors maintenant, il ne faut plus dire ça. C'est très important. D'ailleurs, c'était sur le programme de la journée. Je n'ai pas eu de faire corriger, et puis volontairement, je l'ai laissé pour pouvoir vous en parler. Mais donc, ce sont les syndromes d'Ehlers-Danlos. Parce que, bien sûr, grâce à la fois aux descriptions cliniques qui se sont multipliées au cours du XXe siècle, et puis grâce à l'arrivée des techniques de biologie moléculaire et de biochimie, eh bien, on a découvert beaucoup de choses. Plusieurs classifications se sont succédées. La dernière en date, c'est la classification de 2017, qui retient donc maintenant, voilà à quoi elle ressemble, 7 groupes pathogéniques et 13 types de syndrome d'Ehlers-Danlos, avec une vingtaine de gènes qui sont connus. Alors, parmi les groupes pathogéniques, on va comprendre un petit peu les différentes phases de synthèse du collagène dont je vous parlais tout à l'heure. On a donc des défauts dans la structure primaire du collagène, mais on a aussi donc des défauts de repliement et de réticulation de ce collagène, des défauts dans la structure et la fonction de la myomatrice, qui est à l'interface entre le muscle et la matrice extracellulaire, des défauts de biosynthèse des glycosaminoglycanes, qui vont être impliqués dans l'assemblage du collagène, des défauts dans la voie de synthèse du complément, qui semblerait soit impliqué dans le problème de dégradation du collagène, et puis des défauts de processus intracellulaires qui peuvent modifier la transcription de gènes du collagène.
Et puis, il y a des formes, enfin une forme pour laquelle, pour le moment, la génétique n'est pas connue, dont on parlera, qui est le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, et auquel le professeur Westwood fait un petit peu allusion au début de ce topo. Et puis, il y a voilà, une forme additionnelle, un nouveau gène qui a été découvert depuis 2017 et donc qui a été ajouté à cette classification. Alors, quand est-ce qu'on va évoquer un syndrome d'Ehlers-Danlos cliniquement? Eh bien, déjà devant des symptômes ostéo-articulaires, une hypermobilité articulaire, on en reparlera, des entorses, des luxations à répétition. On a des patients qui font 200 entorses dans leur vie, quand ils nous parlent de leur histoire à 20 ans. Des histoires de scoliose, un habitus marfanoïde, par analogie à ce qu'on voit dans le syndrome de Marfan, des malformations des pieds, pieds beaux, pieds plats, pieds valgus, des déformations des doigts, on parle d'arachnodactylie, et puis des histoires de luxation congénitale de hanche. Et puis, on va évoquer aussi un syndrome d'Ehlers-Danlos devant des symptômes dermatologiques, une hyperextensibilité de la peau, une peau très étirable qui revient à sa place spontanément, des hématomes, des ecchymoses anormales, extensibles, des histoires de fragilité de la peau, des plaies, des déchirures cutanées, des difficultés de suture et une lenteur de cicatrisation, et puis ces cicatrices anormales que je vais vous remontrer ailleurs sur ce topo. Des cicatrices qu'on dit papyracées. Et puis, d'autres symptômes encore vont pouvoir faire évoquer un syndrome d'Ehlers-Danlos, une fragilité viscérale au niveau du pelvis et du côlon, notamment lors d'un accouchement au niveau pelvien, ou bien des histoires de rupture colique, des histoires de pneumothorax, une fragilité de parois, des histoires de hernie abdominale ou de prolapsus pelvien avant toute grossesse et sans facteur de prédisposition autre, comme par exemple la constipation pour les hernies et le prolapsus. Des anomalies artérielles, type dissection, anévrisme, des anomalies ophtalmologiques, de type fragilité du globe oculaire, sclérotique bleutée, strabisme, myopie forte, et puis des troubles bucco-dentaires, dont on va reparler aussi dans certains types. Alors, voici donc un panorama des 12 types de syndrome d'Ehlers-Danlos pour lesquels nous disposons aujourd'hui de tests génétiques de confirmation. Donc, c'est très important. Je ne vais pas avoir le temps de tous vous les décrire aujourd'hui parce que ce serait vraiment très long et un peu catalogue pour vous. Mais ce que je vais vous décrire, c'est les principaux types, les plus fréquents qu'on est amené à rencontrer dans le centre de référence. C'est très important d'aller à ce test génétique de confirmation lorsque on suspecte un syndrome d'Ehlers-Danlos, parce que bien sûr, ça permet d'apporter un conseil génétique adapté aux familles. Vous l'avez peut-être vu dans le tableau de la classification, mais ce n'est pas le même type de transmission selon le type de syndrome d'Ehlers-Danlos. Parfois, on est devant des transmissions autosomiques dominantes, parfois des transmissions autosomiques récessives. Dans certains autres diagnostics différentiels, devant des maladies liées au chromosome X. Et donc, c'est vraiment essentiel de pouvoir apporter ces informations aux familles pour voilà, estimer le risque de récurrence dans une même famille. Et puis, bien sûr, vous allez le voir, eh bien, ils n'exposent pas tous aux mêmes complications. Donc, lorsqu'un patient vient nous voir, ça va être important de pouvoir répondre à cette question de qu'est-ce que je vais devenir dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quels sont les risques? Alors, les formes les plus fréquemment rencontrées dans notre centre, il y a bien sûr cette... Ah, il a dû tomber en rade. Il y a bien sûr cette forme donc,
de syndrome d'Ehlers-Danlos de type hypermobile, on va y revenir, dont le diagnostic repose malheureusement uniquement sur une grille de critères cliniques qui a été revue en 2017. Ensuite, on a des patients qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos de type classique, de type classique-like, une forme un peu cousine de la forme classique, des syndromes d'Ehlers-Danlos cycloscoliotiques, des syndromes d'Ehlers-Danlos périodontaux, et puis des syndromes d'Ehlers-Danlos vasculaires que je ne traiterai pas aujourd'hui puisque c'est une forme tout à fait particulière qui est prise en charge d'ailleurs dans un centre de référence qui est basé à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui s'occupe des maladies artérielles rares et avec lequel on collabore beaucoup. Et qui expose donc à des complications vasculaires et à un risque de rupture colique au niveau du sigmoïde et puis un risque aussi de rupture de l'utérus lors du 3e trimestre de la grossesse avec une prise en charge vraiment tout à fait particulière. À côté de ces syndromes d'Ehlers-Danlos, on a pu identifier depuis quelques années une forme un peu frontière avec l'ostéogenèse imparfaite, on en dira un mot. Et puis, on rencontre aussi dans nos consultations beaucoup de patients qui sont adressés avec une suspicion de syndrome d'Ehlers-Danlos, mais chez lesquels on ne retrouve pas du tout tous les critères pour affirmer un syndrome d'Ehlers-Danlos. Et pour ces patients, aujourd'hui, on réserve le terme du désordre du spectre de l'hypermobilité, on y reviendra. Ce sont des patients qui forment un groupe assez hétérogène. La question d'un continuum clinique dans certaines familles entre désordre du spectre de l'hypermobilité et syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile se pose encore. Les phénotypes sont un peu chevauchants, les problématiques un peu communes, mais d'un point de vue scientifique, c'est important de s'en tenir aux critères diagnostiques pour ne pas mélanger tout le monde. Alors, pour commencer, donc, le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, qui est donc effectivement le plus fréquent, qui touche surtout des femmes, sans qu'on sache pourquoi, qui semble être de transmission autosomique dominante, mais pour lequel, pour le moment, la génétique n'est pas complètement élucidée. On retrouve chez certains patients des mutations sur des gènes du collagène et donc on est amené à rétablir le diagnostic sur une forme un peu fruste d'un autre type de syndrome d'Ehlers-Danlos. C'est pour ça que c'est important de bien voir ces patients. Il a été montré, mais sur des petits échantillons de patients, qu'il y a bien une désorganisation de plusieurs composants de la matrice extracellulaire chez ces patients, qu'il y a une expression dérégulée de gènes impliqués dans l'homéostasie du tissu conjonctif chez ces malades. Mais ce qui incite à bien garder ces patients dans la sphère des syndromes d'Ehlers-Danlos. Mais pour le moment, voilà, on manque encore de données scientifiques pour pouvoir conclure formellement. Souvent, les examens complémentaires sont normaux chez ces patients. En tout cas, ne nous permettent pas de faire la distinction avec une autre pathologie. Et donc, on a des nouveaux critères qui ont été proposés en 2017 par un consortium international, et dont je vais vous parler maintenant. Il y a donc 3 critères qu'il faut remplir pour parler de syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Le premier, c'est l'hypermobilité articulaire. Et pour cela, on a recours au score de Bayton, que je vous détaillerai un petit peu après. C'est un score en fait d'hyperlaxité qui permet voilà, d'évaluer cette laxité chez nos patients. Le deuxième critère, c'est d'avoir au moins 2 des atteintes A, B ou C. Alors, l'atteinte B, c'est une histoire familiale avec un apparenté au 1er degré qui remplit les critères diagnostiques pour un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Le critère C, c'est le fait d'avoir des complications musculosquelettiques, un certain nombre de complications musculosquelettiques, et en particulier des douleurs chroniques, des entorses, des luxations à répétition. Et puis, le critère A, pour le remplir, il faut présenter 5 sur 12 des manifestations systémiques qui sont listées, que vous pourrez retrouver très facilement dans le cadre de notre protocole national de diagnostic et de soins qui est en libre accès sur le site de la Haute Autorité de Santé.
Et donc, parmi ces manifestations systémiques, on a des manifestations cutanées, une peau douce, veloutée, une légère hyperextensibilité de la peau, de larges vergetures inexpliquées, des cicatrices atrophiques à au moins 2 sites, sans aspect papyracé, des papules piézogéniques bilatérales des talons. Et puis aussi des histoires de hernie abdominale récurrente ou multiple sans facteur favorisant, des histoires de prolapsus inexpliqué du plancher pelvien, du rectum ou de l'utérus avant toute grossesse. Et puis des signes un petit peu empruntés à ce qu'on retrouve dans le syndrome de Marfan, chevauchement dentaire et ou palais étroit ou haut, un rapport envergure sur taille supérieure à 1,05, une arachnodactylie, et puis des signes que l'on retrouve à l'échographie cardiaque, que sont un prolapsus de la valve mitrale et une dilatation de l'aorte initiale. Voici pour le critère 2. Et le critère 3 est essentiel également. C'est le fait de ne pas avoir de fragilité cutanée inhabituelle qui devrait conduire à évoquer donc d'autres types de syndrome d'Ehlers-Danlos. Le fait d'avoir exclu donc d'autres pathologies du tissu conjonctif héritées ou acquises, incluant donc les pathologies auto-immunes rhumatologiques. Et puis, le fait d'avoir exclu, bien sûr, les diagnostics différentiels associés à une hypermobilité articulaire en raison d'une hypotonie et ou d'une laxité du tissu conjonctif, et en particulier, on en dira un mot, certaines maladies neuromusculaires, comme la myopathie de Bethlem, et puis d'autres maladies du tissu conjonctif, comme le syndrome de Marfan, le syndrome de Leuciette, et certaines dysplasies squelettiques, comme l'ostéogenèse imparfaite. Donc, comme je vous l'ai dit, cette fiche clinique est vraiment en libre accès. Vous la trouvez sur Internet. C'est très important de l'utiliser désormais. Et à côté de ces critères diagnostiques, on a, différentes études ont permis de retrouver donc, des comorbidités qui n'ont pas été retenues comme des critères pour les syndromes d'Ehlers-Danlos, mais que l'on retrouve effectivement chez nos patients, comme les hématomes, les ecchymoses, les troubles de la proprioception, des anomalies des pieds, notamment des pieds plats, des symptômes neuromusculaires, des troubles gastro-intestinaux, des troubles vésico-sphinctériens, une dysautonomie, un syndrome d'apnée du sommeil, et tout ça faisant probablement le lit d'une fatigabilité, ce qui nous amène aujourd'hui à être présents sur cette journée. Et puis également des anomalies neurorachidiennes qui sont décrites dans certaines publications. À côté des syndromes d'Ehlers-Danlos hypermobiles, donc une forme beaucoup plus simple à diagnostiquer, le syndrome d'Ehlers-Danlos classique, dont la prévalence est de 1 pour 20 000. La transmission elle est autosomique dominante. Les patients se présentent avec une hyperextensibilité de la peau et des cicatrices atrophiques et une hyperlaxité articulaire généralisée. Et puis, ils peuvent présenter d'autres critères, des ecchymoses faciles, une peau douce et veloutée, une fragilité de la peau avec des plaies très faciles, une peau qui a tendance à éclater, difficile à suturer, ce qu'on appelle des pseudo-tumeurs molluscoïdes, c'est-à-dire des remaniements suite à des hématomes anciens, et puis des histoires de hernie abdominale, un morphotype un petit peu particulier, et bien sûr des complications liées à l'hyperlaxité de type entorse, luxation, etc. Ce syndrome d'Ehlers-Danlos classique, il est dû à des mutations bien connues sur les gènes du collagène de type 5, et il a été plus récemment aussi décrit certaines mutations sur le gène du collagène 1 pouvant être responsables de syndrome d'Ehlers-Danlos classique. Voilà une image un petit peu qui illustre aussi la peau de ces patients qui ont un C classique. Vous voyez cette grande hyperextensibilité de la peau. Et puis, ces hématomes, ces pseudo-tumeurs molluscoïdes là au niveau du talon, on voit très bien, l'hyperlaxité, les pieds plats, valgus, etc. Ces patients sont exposés, donc, outre le côté cicatrisation difficile et complications d'hypermobilité, à des scolioses sévères, qui ne sont pas systématiques, mais dans certains cas, qui peuvent être vraiment très importantes à prendre en charge. Mais également, dans certains cas, à des complications vasculaires et à des complications qui sont liées à la grossesse. Donc là encore, c'est vraiment important de pouvoir faire ce diagnostic de précision.
À côté du syndrome d'Ehlers-Danlos classique, le syndrome d'Ehlers-Danlos classique-like, qui ressemble beaucoup, mais avec cette distinction que les patients n'ont pas de cicatrices atrophiques. Ils ont cette peau hyper extensible, des ecchymoses, une peau fragile, l'hyperlaxité bien sûr. Ils ont volontiers des pieds très déformés, volontiers aussi un œdème des jambes sans avoir d'éléments en faveur prédisposants. En général, une légère faiblesse musculaire proximale et distale, une polyneuropathie axonale, et puis il peut y avoir aussi au cours de l'évolution une atrophie des muscles des mains et des pieds. Et puis des histoires de prolapsus, là encore. Ce type de syndrome d'Ehlers-Danlos est dû à des anomalies des mutations du gène de la qui code pour la ténacine X. C'est une forme qui est de transmission autosomique récessive et qui est beaucoup plus rare que le syndrome d'Ehlers-Danlos de type classique. C'est important là encore de faire la distinction entre ces différents types, puisque là encore, vous voyez que les complications sont un petit peu différentes. Donc, on retrouve le prolapsus pelvien, les hématomes, les saignements, les hémorragies du postpartum. OK. Enfin, il y a quand même des cas de rupture de la trachée de l'œsophage qui sont décrits, de perforation spontanée du côlon, de diverticule du sigmoïde, d'anomalies de valve mitrale et de dilatation de l'aorte et d'anévrisme. Ensuite, on voit aussi des patients qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos de type cyphoscoliotique. Le type cyphoscoliotique est de transmission autosomique récessive, avec des patients qui se présentent avec une hypotonie musculaire congénitale, une cyphoscoliose congénitale ou très précoce et sévère, évolutive. Bien sûr, l'hyperlaxité articulaire, compliquée de son cortège de luxation, d'entorse. Ces patients peuvent présenter donc une hyperextensibilité de la peau, des ecchymoses faciles, mais aussi, comme on le voit dans les syndromes d'Ehlers-Danlos vasculaire, un risque de rupture ou d'anévrisme d'artères de moyen calibre, un risque d'ostéopénie et d'ostéoporose, des sclérotiques qui peuvent être un petit peu bleutés, des histoires de hernie, des déformations du pectus, un morphotype volontiers longiligne, marfanoïde, et puis des anomalies des pieds et des troubles ophtalmologiques. Alors, 2 gènes ont été identifiés pour être responsables du set cyphoscoliotique, le gène PLOD1 et le gène FKBP14. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails aujourd'hui, mais chacun avec un peu ses particularités cliniques. Dans le cas des mutations du gène PLOD1, on a volontiers un risque de fragilité du globe oculaire associé, un petit peu comme ce qu'on retrouve dans le brittle cornea syndrome. Et puis dans le cas des mutations FKBP14, on a volontiers des signes de myopathie associés et une surdité. Ici, donc, c'est l'histoire en fait d'une patiente qu'on a publiée l'année dernière, histoire assez malheureuse, donc d'une patiente avec un syndrome d'Ehlers-Danlos cyphoscoliotique. Vous voyez, donc cette jeune femme de 36 ans qui a été opérée donc 4 fois de son rachis en raison d'une scoliose qui avait été très précoce, qui a développé des complications vasculaires, artérielles, et qui malheureusement nous a quittés cette année suite à une rupture de l'aorte, alors qu'elle n'avait pas de dilatation de l'aorte, elle était très bien suivie, et alors qu'elle était sous traitement préventif. Donc, on est quand même confronté à des histoires parfois assez dramatiques. Et puis, pour finir, parmi les syndromes d'Ehlers-Danlos qu'on rencontre le plus souvent dans le centre, donc le syndrome d'Ehlers-Danlos périodontal, qui est de transmission autosomique dominante, qui a la particularité d'entraîner chez les patients donc une atteinte périodontale sévère, incurable,
à début précoce dans l'enfance ou l'adolescence et qui va conduire progressivement à la perte des dents entre la 2e et la 3e décennie et qui va être reconnaissable le plus souvent par des placards d'hématomes devant les tibias. Comme vous pouvez le voir, c'est ces placards noirâtres qu'on voit sur les images en haut à droite et en bas à droite d'ailleurs, qui sont des séquelles en fait d'hématomes et qui laissent place en fait à des dépôts d'hémosidérine. Sont des patients qui vont être aussi volontiers hyperlaxes, qui vont avoir une prédisposition aux infections parce que leur cause, en fait, et l'origine de ce syndrome d'Ehlers-Danlos sont des mutations en fait hétérozygotes dans des gènes impliqués dans la voie du complément, donc les gènes C1R et C1S. Voilà. Ces patients sont d'ailleurs exposés aussi à des risques vasculaires qui ont été décrits récemment. Et puis, dans les choses un petit peu nouvelles, donc, on a pu décrire avec d'autres collègues depuis quelques années des familles avec des mutations sur le gène du collagène 1 qui est impliqué, enfin qu'on connaissait déjà impliqué dans certains types de syndrome d'Ehlers-Danlos, et notamment dans le SED arthrocalasique, dans le SED cardiaque valvulaire, mais qui là se présentent comme des syndromes d'Ehlers-Danlos hypermobiles. Et puis quand on y regarde d'un peu plus près, on a des histoires de fractures anormales un peu chez certains membres de la famille, des sclérotiques volontiers bleutés, voilà, un certain nombre d'éléments qui nous font aller à la génétique et puis qui nous font retrouver donc, ces mutations qui sont donc à l'origine de formes un peu frontières entre Ehlers-Danlos et ostéogenèse imparfaite. Alors, ce qui en revanche ne plaide pas pour un syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est lorsque la triade hyperlaxité articulaire, hyperélasticité cutanée et fragilité tissulaire est incomplète. Quand on n'a pas tout ça, je crois qu'il faut se poser la question d'un autre diagnostic, c'est important. Quand on est aussi devant des aspects de dysmorphie faciale, il faut savoir évoquer d'autres pathologies syndromiques associées avec de l'hypermobilité. Devant des malformations congénitales, un retard de développement, une déficience intellectuelle, pareil, il faut évoquer d'autres pathologies. Devant des troubles psychiatriques, de l'autisme notamment, devant de l'épilepsie, des troubles neurologiques, devant des fractures anormales. Voilà, il faut absolument avoir en tête qu'il y a énormément de diagnostics différentiels. Alors, des diagnostics différentiels, il y en a vraiment beaucoup plus que ça. Là, c'est vraiment un tout petit résumé. Mais à retenir quand même, devant bien sûr des anomalies cutanées avec des hématomes, des ecchymoses fréquentes, de bien rechercher des anomalies de la coagulation, d'évoquer la maltraitance ou le Munchausen qui sont beaucoup plus fréquentes que la maladie rare. Devant une peau qui semble comme ça étirable, on peut être aussi devant une cutis laxale. La différence n'est pas toujours si facile à faire cliniquement. Et puis, parmi les diagnostics différentiels devant cette hypermobilité articulaire, eh bien, on a tout. Ces myopathies associées à de l'hyperlaxité, qui sont dues à des anomalies notamment du collagène 6, mais aussi les syndromes de Marfan et maladies apparentées au Marfan, certaines maladies osseuses constitutionnelles, certaines filaminopathies, en particulier la filaminopathie associée à des hétérotopies nodulaires périventriculaires qui se présentent vraiment cliniquement comme un syndrome d'Ehlers-Danlos. Certaines maladies génétiques syndromiques, on sait que dans le Klinefelter, dans le X fragile, dans la trisomie 21, on a de l'hyperlaxité articulaire. Et puis, bien sûr, il faut avoir pensé aux pathologies rhumatologiques inflammatoires et auto-immunes dans cette démarche diagnostique de douleurs chroniques qui peuvent ne pas être liées du tout à l'hyperlaxité chez un patient.
Et puis, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de tous ces diagnostics différentiels, mais je vous ai dit, il y en a encore d'autres, on va pouvoir évoquer la question d'un désordre du spectre de l'hypermobilité. Alors, pourquoi on parle des désordres du spectre de l'hypermobilité? En fait, il faut savoir que parmi les patients qui nous sont adressés, on a beaucoup de patients qui sont adressés pour hyperlaxité articulaire. Alors, l'hyperlaxité articulaire, c'est un symptôme qui n'est pas du tout synonyme de syndrome d'Ehlers-Danlos. Donc, c'est bien d'évoquer un syndrome d'Ehlers-Danlos quand on a une hyperlaxité articulaire, mais ce n'est pas parce qu'on a une hyperlaxité articulaire qu'on a forcément un syndrome d'Ehlers-Danlos. L'hyperlaxité articulaire, c'est très fréquent dans la population générale, chez les hommes et chez les femmes, surtout chez les femmes, encore plus chez les enfants. La démarche diagnostique, elle est donc difficile, parfois longue, et vous voyez, quand on rentre au MIME, la notion d'hypermobilité articulaire, eh bien, on a 476 entrées qui sortent, c'est-à-dire des maladies génétiques ou des gènes associés à l'hypermobilité articulaire. Alors, les désordres du spectre de l'hypermobilité, c'est donc une entité qui a été un terme qui a été utilisé donc, par le consortium international au moment de la classification, de la révision de la classification de 2017, qui a été responsable de critères un petit peu plus stricts pour le syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile, et donc qui concerne donc, des malades qui présentent une hypermobilité articulaire associée à des complications type luxation, instabilité, douleur, légère fragilité du tissu conjonctif, mais qui ne remplissent pas entièrement les critères diagnostiques de 2017 pour un syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile ou pour un autre type de syndrome d'Ehlers-Danlos, qui ne remplissent pas non plus entièrement les critères cliniques pour une autre maladie du tissu conjonctif, et qui n'ont pas d'autres maladies connues, génétiques ou non, expliquant leur hypermobilité. C'est voilà, c'est la définition des désordres du spectre de l'hypermobilité. Il n'en reste pas moins que ce sont des patients qu'on voit beaucoup en consultation pour suspicion de syndrome d'Ehlers-Danlos, et donc qui se présentent avec hypermobilité articulaire, souvent compliquées d'histoire d'instabilité articulaire, avec des entorses, des luxations, des bursites, un cortège de symptômes périarticulaires, des douleurs chroniques, souvent associées donc des troubles de la proprioception, et souvent associés aussi des troubles fonctionnels secondaires, type neuropsychologique, digestif, urogénitaux, dysautonomiques, donc des comorbidités. C'est donc, vous l'aurez bien compris, donc un diagnostic qui est descriptif et d'exclusion, une fois qu'on a éliminé tout le reste. C'est donc important d'explorer ces malades. Il faut savoir que l'hypermobilité chez ces patients, elle peut être donc soit chez un individu, donc sporadique, soit familiale. Donc, il y a certainement un peu un trait familial d'hyperlaxité. Et puis congénitale ou acquise. On a beaucoup aussi d'histoires acquises au cours de la vie. Alors, les désordres du spectre de l'hypermobilité ont été classés en 4 catégories. Des hypermobilités localisées, généralisées, périphériques, sur les articulations périphériques, ou historiques, c'est-à-dire des gens qui ont pu s'en raidir, mais qui, dans leur histoire, a priori, étaient très hyperlaxes avant. Il faut savoir que l'hypermobilité, elle est souvent multifactorielle, elle dépend de nombreux facteurs, intrinsèques, extrinsèques, donc de l'âge, on en a parlé, du sexe, on en a parlé, mais aussi de l'origine ethnique, de certains facteurs endocriniens, d'éléments de morphologie ostéo-articulaire qui vont favoriser ou non une instabilité, de facteurs nutritionnels. On voit arriver à nous des personnes qui ont perdu 50 kilos et puis qui ont les articulations qui bougent dans tous les sens. Et puis, bien sûr, d'antécédents traumatiques, de chirurgie ou des histoires de sportifs surentraînés ou sous-entraînés qui vont modifier un petit peu tout cet équilibre au niveau articulaire. Alors, voilà comment un collègue italien avait présenté les choses.
d'un côté, donc tout à gauche, les patients qui présentent une hyperlaxité articulaire asymptomatique, qui en général ne viennent pas nous consulter, hein, qui vont très bien. Il y a plein de gens qui sont hyperlaxes et qui vont très bien. De l'autre côté, tout à droite, les patients qui présentent un authentique syndrome d'Ehlers dans l'os avec l'ensemble des critères, ou bien un diagnostic différentiel de syndrome d'Ehlers dans l'os. Et entre les deux, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le spectre de l'hypermobilité, c'est cette flèche noire qui relie donc l'hypermobilité asymptomatique et les syndromes d'Ehlers dans l'os. Et on peut être à différents niveaux de symptômes et de sévérité dans ce cadre des désordres du spectre d'hypermobilité, avec donc des formes mineures à des formes beaucoup plus sévères. Pour le moment, donc, on ne connaît pas les limites phénotypiques de ce groupe de patients. On ne sait pas non plus si c'est un modèle mendélien derrière ou si c'est polygénique, on ne sait pas. Donc concrètement, voici l'arbre décisionnel devant une hypermobilité articulaire généralisée. Donc à gauche, soit on a tous les critères pour un syndrome d'Ehlers dans l'os et on va aller très vite au test génétique qui va nous permettre d'apporter le conseil génétique, de savoir si on est devant une forme de transmission autosomique dominante, transmission autosomique récessive, de dépister les apparentés et puis éventuellement de proposer un diagnostic prénatal le cas échéant. À droite, si les critères ne sont pas présents, première question qui se pose, c'est est-ce qu'on n'est pas devant un autre diagnostic? Et donc, on va aller chercher des points d'appel vasculaires, ophtalmologiques, musculaires, neurologiques, chercher un retard psychomoteur, des anomalies osseuses, des troubles de croissance staturo-pondérale. On va bien s'intéresser au morphotype qui peut être aussi évocateur de notre pathologie génétique. Et puis, si on évoque quelque chose, bien sûr, on ira aussi au test génétique. Et puis, si jamais on ne retrouve pas ces éléments-là, on va parler de désordre du spectre de l'hypermobilité, avec toujours cette notion que, bien sûr, quand on voit des gens jeunes, peut-être que tous les critères ne sont pas présents. Et donc, on indique souvent aux patients, notamment quand ils sont très hyperlaxes et très jeunes, qu'on aimerait les revoir pour voir un petit peu comment ils évoluent et pour voir s'il n'y a pas davantage de critères qui apparaissent avec l'âge. C'est beaucoup plus facile quand on a des grandes familles, puisqu'on voit tout le monde et puis on arrive à avoir un petit peu l'histoire de la maladie. Mais c'est important aussi de savoir rectifier un diagnostic quand les choses évoluent. Les petits drapeaux rouges, c'est toutes ces fois où on n'a pas tous les critères, mais on va avoir un anévrisme sur le bilan vasculaire, les sclérotiques bleutés, beaucoup d'histoires de fractures. Bon, tous ces éléments un peu de fragilité des tissus qui vont faire que, même si on n'a pas tous les critères pour aller dans soit un syndrome d'Ehlers dans l'os avec une génétique connue, soit un diagnostic différentiel, on va aller à la génétique pour aller éliminer une forme un peu fruste de ces pathologies-là. Alors, on a la grande chance depuis l'année dernière de pouvoir également proposer du séquençage très haut débit dans des familles qui présentent un syndrome d'Ehlers dans l'os, enfin des syndromes d'hyperlaxité articulaire majeure sans déficit intellectuel. Ça, c'est très important. Ça nous apportera peut-être des éléments et ça nous en a déjà un peu apporté chez certains patients. C'est bien sûr réservé à des cas très particuliers et des choses vraiment bien bordées avec des trios accessibles, un individu et ses deux parents, pour permettre vraiment d'aller au bout de la démarche diagnostique. Un petit mot donc sur l'importance de dépister l'hypermobilité articulaire. Il faut savoir que l'hypermobilité articulaire, donc ça vous l'aurez bien compris, c'est vraiment un point d'appel pour un certain nombre de maladies rares, pas que les syndromes d'Ehlers dans l'os, qui vont nécessiter parfois des prises en charge adaptées.
Mais, contre toute attente, c'est souvent pas l'hyperlaxité articulaire qui va interpeller les patients et les faire consulter, ni même, souvent pas, les entorses et les luxations auxquelles finalement ils se sont habitués parce que depuis qu'ils sont petits, ils sont hyperlaxes, on leur dit « Ah bah t'es maladroit, ah bah de toute façon il en est à sa 50e entorse ou à sa Xème luxation ». Donc, ce qui va amener souvent les patients à la consultation, c'est souvent la douleur et la fatigue, on y revient un petit peu, qui sont souvent ce qui gêne le plus ces patients-là. Et donc, c'est important, voilà, je dirais, chez des patients douloureux, fatigués, de savoir rechercher l'hypermobilité articulaire et puis de rechercher, comme je vous l'ai dit, des facteurs prédisposants à l'instabilité articulaire sur les imageries. L'idée étant bien sûr, oui, de bien prendre en charge le plus tôt possible pour éviter la chronicité des symptômes. Alors, comment on recherche cette hyperlaxité articulaire? Donc, le premier score, et le plus connu, c'est le score de Beighton. C'est une manœuvre donc, sur 5 articulations. Et on va tester donc, la dorsiflexion du 5e doigt, donc des auriculaires à plus de 90 degrés, la position passive du pouce sur l'avant-bras, l'hyperextension des coudes à plus de 10 degrés, l'hyperextension des genoux à plus de 10 degrés, et puis la flexion du tronc, genoux tendus, les paumes à plat sur le sol. Et on parle d'hyperlaxité articulaire généralisée dans la section 12-50 ans, quand le score est supérieur ou égal à 5 sur 9, et on exige plus de 6 sur 9 chez l'enfant prépubère, et on accepte un score supérieur ou égal à 4 sur 9 chez des personnes de plus de 50 ans. Alors, vous voyez que l'hyperlaxité, elle peut être légère. Là, on est limite. Elle peut être un peu plus importante. Et puis, elle peut être franchement importante. Et ça va être important pour nous de préciser, même si ça ne fait pas partie de ce score, et que c'est vraiment laissé justement à l'interprétation de l'examinateur, ça va être important de préciser le degré d'hypermobilité parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, chez les patients qui ont vraiment une hyperlaxité majeure, on a maintenant cette possibilité d'aller au séquençage très haut débit. Alors, pour ceux qui ont moins de temps, qui sont moins familiers de l'hyperlaxité, il y a un questionnaire qui a été proposé par 2 collègues anglais à Kim et Graham, qui se résume en 5 questions que vous pouvez donc poser aux patients. Donc, pouvez-vous aujourd'hui, ou avez-vous pu poser les mains à plat sur le sol, genoux tendus, sans plier, enfin genoux tendus? Pouvez-vous maintenant, où avez-vous pu plier votre pouce pour toucher votre avant-bras? Enfant, est-ce que vous amusiez est-ce que vous amusiez vos amis en contorsionnant votre corps dans les positions étranges, ou pouviez-vous faire le grand écart? Enfant ou adolescent, est-ce que vous avez eu des luxations, d'épaules ou de rotules? Et est-ce que vous vous sentez désarticulé? Et puis, si on a au moins 2 réponses positives, eh bien, on peut déjà un petit peu se dire « Ah, ce patient est peut-être un peu hyperlaxe, il va peut-être falloir aller un peu plus loin ». C'est vraiment du dépistage. Hein, et nous, donc, au centre de référence, on utilise un autre score additionnel, hein, en plus des autres, parce qu'il y a certaines articulations qui échappent au Beighton, et notamment les épaules, les genoux, les hanches, les rotules, les chevilles et les orteils. Et donc, on utilise le score de Bulbena qui va venir un petit peu compléter ce score d'hyperlaxité. Alors, voici un petit peu à quoi ressemblent les problématiques liées à l'hyperlaxité. Hein. Vous voyez, problématiques d'épaule, de coude, on est sur les membres supérieurs, les doigts. Et on comprend bien que d'un point de vue fonctionnel, les patients vont avoir un certain nombre de difficultés dans la vie courante. L'hyperlaxité des membres inférieurs, on voit le décurvatome de genou, la hanche très laxe qui permet de se contorsionner, de mettre les pieds derrière la tête, les rotules qui partent dans tous les sens, qui se luxent,
Les chevilles qui sont extrêmement souples, qui conditionnent un petit peu le risque d'entorse de cheville. Les orteils complètement comme du chewing-gum. Les pieds plats et donc souvent instables, avec souvent un positionnement un petit peu affaissé en valgus des pieds, qui va donc entraîner des difficultés à la marche et puis des troubles positionnels de la posture. Et puis, l'hyperlaxité est souvent aussi associée chez nos patients à des troubles rachidiens, à des scolioses, mais pas seulement, des histoires de listhésis, et puis d'attitudes scoliotiques, de troubles posturaux, de déformation du pectus. Alors, quels sont les risques liés à une hypermobilité articulaire généralisée pathologique? Eh bien, c'est lorsque cette hypermobilité s'associe donc à des troubles proprioceptifs, à une faiblesse musculaire, avec parfois aussi les pieds plats, les troubles posturaux qui sont associés. Souvent, tout se mêle. Qui va conduire donc à une instabilité articulaire, des entorses, des luxations, des complications périarticulaires, qui va conduire à un syndrome douloureux, aigu au départ, et puis chronique malheureusement souvent, qui lui-même va conduire à des attitudes antalgiques d'évitement, des attitudes vicieuses, des phénomènes de mémorisation, d'anxiété anticipatoire, de kinésiophobie, avec le risque de déconditionnement donc, à l'effort physique, le risque de sédentarité, et puis souvent une fatigabilité qui va elle-même après venir renforcer encore le contexte de risque traumatique avec la faiblesse musculaire, les troubles proprioceptifs, etc. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Avec des patients qui vont être confrontés donc à des situations de handicap, un retentissement fonctionnel important, hein, vous l'aurez vu sur les photos qui illustraient un petit peu toutes leurs problématiques, mais aussi un retentissement bien sûr psychologique, familial, social, scolaire et professionnel. Et malheureusement, donc, plus la prise en charge est tardive, plus les choses s'installent et plus c'est difficile de revenir en arrière. Et donc, ce qui nous pose actuellement problème, c'est l'errance diagnostique de ces patients. Alors, il y a eu plusieurs études qui ont mis en évidence l'impact que pouvait avoir l'hypermobilité articulaire, notamment chez l'enfant, donc avec des douleurs, un absentéisme scolaire, une réduction des activités physiques, mais aussi donc l'association hyperlaxité et troubles de la proprioception qui a été décrit dans de nombreuses études. La présence de troubles neuromusculaires chez ces patients et en particulier des problèmes d'endurance. Et puis, on avait fait cette étude à Garches avec le professeur Valeria Martinez sur les caractéristiques des douleurs chez les patients qui présentaient des syndromes d'Ehlers-Danlos hypermobiles et qui avait pu mettre le doigt sur le fait que il y avait un gros retard diagnostique puisque les douleurs apparaissaient à 10 ans, elles devenaient chroniques à 20 ans et le diagnostic, il était fait en moyenne à 24 ans. Donc, un gros retard diagnostique qui conduisait aussi au fait que les patients souvent avaient été opérés sur le plan orthopédique, parfois à plusieurs reprises, sans que jamais personne se soit posé la question de savoir si c'était un syndrome d'Ehlers-Danlos ou bien s'il y avait même une hyperlaxité articulaire sous-jacente, sachant qu'aujourd'hui, on sait bien que ce sont des patients qui ne s'opèrent pas de la même façon que les autres. Et donc, on comprend bien sûr aussi des études qui sont faites sur l'impact sur la qualité de vie de ces malades qui est très important. On a donc chez les patients qui présentent une hypermobilité articulaire pathologique un retentissement qui est global, une problématique qui est souvent complexe, souvent plurifactorielle, avec donc un contexte d'errance diagnostique, des troubles proprioceptifs et posturaux qui s'associent donc, comme je vous l'ai dit, souvent à ce fond d'hyperlaxité articulaire. Souvent des patients qui vont hyper solliciter sur le plan musculaire et qui vont avoir du coup une fatigabilité musculaire, qui peuvent développer une instabilité articulaire et puis des douleurs qui peuvent être assez polymorphes, un certain nombre de comorbidités
Et puis derrière, les choses de la vie, des traumatismes psychologiques, hein, du harcèlement, une scolarité difficile, un travail compliqué, des troubles anxio-dépressifs, des difficultés de reconnaissance, des sentiments d'abandon qui font tous le lit d'une fatigue chronique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous, comme bilan chez ces patients qui nous sont adressés? Il faut savoir que l'objectif de ce bilan, ça va donc être de rechercher donc, des pathologies héréditaires du tissu conjonctif, mais aussi éventuellement une maladie osseuse, une pathologie neuromusculaire ou rhumatologique, etc. L'examen clinique, il est clé chez nous, il prend beaucoup de temps. Voilà, les gens sont déshabillés, examinés sur le plan morphologique, sur le plan postural. L'examen ostéo-articulaire est complet. On a aussi tout un examen de la peau, un examen ORL, un examen abdominal, un examen neuromusculaire, cardiaque, vasculaire. Et puis, on va demander un bilan biologique, un bilan d'hémostase pour éliminer des pathologies d'hémostase. On l'a vu chez des patients qui auraient des ecchymoses ou des hématomes anormaux. On va aussi demander un bilan phosphocalcique parce qu'il y a certaines maladies phosphocalciques qui peuvent avoir des présentations cliniques un petit peu similaires avec de l'hyperlaxité, de la douleur, parfois des troubles dentaires. Un bilan inflammatoire, un bilan auto-immun, une TSH, des CPK et d'autres choses en fonction des points d'appel. On demande en systématique un EOS du rachis pour rechercher une scoliose et une échographie cardiaque, puisque vous avez vu que ça fait partie du bilan exigé dans le cadre du syndrome d'Ehlers-Danlos hypermobile. Et puis, en fonction des symptômes et des patients, on va être amené à compléter le bilan avec des imageries ostéo-articulaires, plus ou moins avec des situations dynamiques qui peuvent démasquer un peu certaines instabilités. Qui vont aussi permettre de rechercher des facteurs qui prédisposent donc, à cette instabilité et puis des pathologies rhumatologiques associées. Des explorations aussi vasculaires pour rechercher tout ce qui est anévrisme ou séquelles de dissection. Et puis, selon les cas, un électromyogramme, une IRM musculaire, etc. On va être aussi amené à discuter avec d'autres collègues spécialistes en fonction des points d'appel, avec les orthopédistes, les médecins de la douleur, neurologues, myologues, ophtalmologues, etc. Et puis, on est secondé et très aidé par nos collègues paramédicaux, notamment les kinés, psychomotriciens, orthésistes, ergo, psychologues, qui récoltent souvent des informations aussi très importantes dans le cadre de la prise en charge de ces patients. Les difficultés qui sont rencontrées face à ces patients sont liées au fait qu'en dehors donc, des formes facilement identifiables, comme par exemple le syndrome d'Ehlers-Danlos classique, une fois qu'on en a vu un, en général, on ne se trompe plus. On peut avoir des tableaux cliniques chevauchants entre les différents types de syndrome d'Ehlers-Danlos, d'où l'importance d'aller jusqu'au test génétique, parfois on hésite. Mais aussi, la difficulté, elle vient de parfois la surinterprétation de critères cliniques plus ou moins subjectifs. Quand on parle de la peau douce et veloutée, bon, bah, nous qui en voyons tous les jours, ça nous paraît évident, mais alors parfois on nous dit, on lit sur les dossiers peau douce et veloutée ou hyperlaxité, puis on voit arriver des gens avec la peau tout à fait normale et puis qui sont raides comme un bâton. Donc, voilà, ça reste subjectif et c'est pour ça que on a travaillé sur des tutoriels avec la filière maladies rares Oscar, que vous pouvez retrouver donc sur le site de la filière maladies rares et qui permettent voilà, de montrer mieux les choses sur effectivement en dynamique, comment on mesure l'hyperlaxité, comment on regarde la peau, etc. Et puis à côté de ça, on a parfois souvent, une minimisation des symptômes qui conduit à des erreurs diagnostiques, puisque je vous ai dit la porte d'entrée étant la douleur, eh bien les patients se sont souvent entendus dire que c'était dans leur tête, qu'ils avaient une fibromyalgie ou toute autre chose. Voilà, donc c'est important
voilà, de toujours avoir cette démarche diagnostique assez sérieuse pour ne pas passer à côté d'un diagnostic. Je ne sais plus combien de temps j'ai. Je vais peut-être dépasser le temps, non pas encore. On va encore un petit peu plus loin. Comment? Je vais avancer. Bon, ça, je vous l'ai un petit peu dit. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas de traitement spécifique pour l'instant, que la prise en charge, elle est multidisciplinaire et personnalisée. On a donc des patients qui sont fragiles, en situation clinique lourde et difficile. Et donc, on a la chance maintenant d'avoir un réseau de spécialistes à peu près dans toutes les disciplines, adultes et enfants, qui nous permet d'apporter un peu des réponses aux différents problèmes. Et puis, donc, la prise en charge, elle repose sur la prise en charge de la douleur, avec une approche souvent biopsychosociale. On privilégie des traitements non médicamenteux chez des patients qui ont souvent donc, beaucoup de comorbidités et déjà suffisamment de problèmes, et de ne pas leur rajouter la prise de poids sous antidépresseurs ou voilà, d'autres, ou la constipation majorée par les morphiniques. Donc, on essaye de gérer plutôt par d'autres méthodes la douleur. Et on a notamment à Garches un programme d'éducation thérapeutique vraiment autour de la douleur. La prise en charge rééducative, elle est vraiment essentielle chez ces patients, à la fois d'ailleurs chez les patients qui ont un syndrome d'Ehlers-Danlos et chez les patients qui ont des désordres du spectre de l'hypermobilité, puisque la prise en charge parfois va être assez similaire, avec une kiné qui va être à la fois articulaire et puis aussi parfois ventilatoire, périnéale, selon les besoins. On discute aussi pour chaque patient la nécessité d'appareillage. On pourra en discuter, si vous voulez, dans la discussion des vêtements compressifs. On a fait des études récentes qui montrent l'intérêt des vêtements compressifs chez ces patients. Et puis sinon, les patients ont différentes orthèses. Souvent, on a un peu toutes les articulations. Les corsets, bien sûr, dans les scolioses. L'ergothérapie, essentielle chez des patients qui ont du mal à faire les gestes de la vie quotidienne. Et puis, on a donc un programme de TP dont je vais vous parler. Sur le plan orthopédique, je vous ai dit que la chirurgie orthopédique, c'était vraiment à discuter au cas par cas. On a une consultation pluridisciplinaire avec des orthopédistes du membre supre et du membre inf à Garches. Et voilà, et c'est important de toujours se poser la question, puisqu'on a quand même des gens qui sont opérés 14 à 20 fois d'une même articulation avec que des échecs. Donc, je pense qu'avant d'opérer la première fois, il faut vraiment se poser la question de savoir si on fait bien les choses. Si en plus on rajoute le risque de complications liées à la cicatrisation, au risque hémorragique, etc., ce n'est pas forcément un cadeau à faire aux patients. L'activité physique adaptée est essentielle chez ces patients-là. Malheureusement, on a souvent des patients qui ont été dispensés de sport pendant toute leur scolarité parce que justement, ils faisaient des entorses et des luxations. Et nous, on revient des années plus tard en leur disant, en fait, il n'aurait jamais fallu vous dispenser de sport, mais plutôt l'adapter. Ce qui commence à être fait, mais enfin, on a encore des situations où on est un peu surpris de voir comment les choses se pratiquent. En tout cas, ça, c'est vraiment essentiel puisque le muscle vient un peu au secours de l'articulation chez ces malades. L'accompagnement psychologique et social, la prise en charge des troubles fonctionnels intestinaux, des troubles vésico-sphinctériens, des troubles du sommeil, des problèmes nutritionnels, et puis la prise en charge spécifique de certains types de syndrome d'Ehlers-Danlos que je n'ai pas le temps de détailler. L'objectif, c'est vraiment donc, de prévenir les complications, de restaurer une qualité de vie et de maintenir l'autonomie et les stratégies d'adaptation. Juste un mot sur les sutures, bien entendu, qui sont tout à fait particulières chez ces patients à la peau fragile. Donc, on a travaillé là sur des documents, en fait, pour essayer de donner des informations aux patients, notamment aux patients qui pensent avoir un syndrome d'Ehlers-Danlos, parce que ça fait 10 ans qu'on leur dit qu'ils ont un syndrome d'Ehlers-Danlos, et puis un jour, ils viennent nous voir en centre de référence, et puis on revient sur le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos. Ça, c'est toujours un peu traumatisant, mais voilà, on leur explique. On a maintenant un petit livret aussi pour expliquer ces histoires de désordre du spectre de l'hypermobilité. Et puis parfois, on revient sur... on rectifie le diagnostic pour un autre diagnostic. On a encore très récemment une famille qui avait été étiquetée Ehlers-Danlos. En fait, c'était un syndrome de Lodz-Dietz. Ils étaient avec des anévrismes un peu partout.
on était bien content d'avoir rectifié le diagnostic parce que ce n'est pas le même pronostic, ce n'est pas la même surveillance et donc c'était important de pouvoir apporter cette information à la famille. Notre programme d'éducation thérapeutique donc, qui existe depuis quelques années et qui est vraiment important, qui s'est vraiment complètement intégré à notre prise en charge, qui implique tous les paramédicaux du service qui travaillent en binôme, donc tant sur le côté annonce diagnostique, sur les connaissances théoriques sur les pathologies, les mécanismes génétiques, mais aussi comment devenir autonome avec sa maladie, prévenir la sédentarité, rester actif, les douleurs, les droits, le handicap, les aspects nutritionnels, la fatigue, la grossesse, l'accouchement, etc. Le parcours de soins du patient, je ne le détaille pas, vous l'aurez compris, il est très compliqué avec beaucoup de spécialistes impliqués, beaucoup de paramédicaux impliqués, donc les patients qui ont du mal souvent à se retrouver et à faire leur propre petit réseau autour d'eux sur leur lieu d'habitation. Et donc, pour terminer, dans les messages un petit peu clés, donc c'est important de penser à rechercher une hypermobilité articulaire généralisée devant des douleurs chroniques, des entorses, des luxations, une scoliose, une luxation congénitale de hanche, des déformations des membres, des pieds, du pectus. Bien penser que l'association douleur chronique et hypermobilité articulaire n'a pas toujours une relation de cause à effet. Et quand on essaye de faire préciser aux patients, on se rend bien compte que parfois ils disent j'ai mal à tel endroit, mais que nous, quand on les examine, l'hyperlaxité, elle est tout ailleurs, donc on n'est pas dans le bon registre. Et donc bien penser à évoquer d'autres étiologies. Bien connaître le contexte, on a des contextes d'ultra sportifs ou à l'inverse de sédentaires complets, des histoires de traumatisme dans l'enfance, des facteurs de prédisposition à l'instabilité articulaire, des contextes aussi psychologiques parfois un peu compliqués. Travailler avec les rhumatologues, les internistes, très important aussi avant d'évoquer la maladie rare. Rechercher donc des signes de fragilité et si signes de fragilité, vraiment venir dans les centres de référence labellisés par le ministère de la Santé. Évaluer le retentissement global de l'hypermobilité, ça vous l'aurez compris. La prise en charge multidisciplinaire, vous l'aurez bien compris aussi. Et puis, donc, pour conclure, donc l'hypermobilité articulaire généralisée, c'est un symptôme fréquent qui peut révéler une maladie rare. C'est important d'évoquer un syndrome d'Ehlers-Danlos devant la triade hyperélasticité, hyperlaxité articulaire et fragilité des tissus. C'est important d'utiliser donc les critères diagnostiques internationaux de 2017. C'est important de distinguer syndrome d'Ehlers-Danlos et désordre du spectre de l'hypermobilité. C'est essentiel de confirmer sur le plan génétique et de typer le syndrome d'Ehlers-Danlos. Ça va permettre une surveillance adaptée, des recommandations, des précautions de prise en charge aussi adaptées. Pas de traitement spécifique, mais une prise en charge pluridisciplinaire et personnalisée. Vous pouvez retrouver donc le protocole national de diagnostic et de soins sur le site de la Haute Autorité de Santé. Les programmes d'éducation thérapeutique, il y en a 3 en France, un à Toulouse, un à Lyon et un à Garches. Et ils ont vocation à se multiplier puisqu'ils apportent beaucoup aux patients. Le pronostic, donc, il est lié au diagnostic, au type de syndrome d'Ehlers-Danlos. Et puis, bien sûr, ça va conditionner la sévérité du handicap. Le réseau donc spécifique, je vous en ai parlé. Les associations de patients, très important aussi pour aider les patients. Je vous montre donc la petite équipe qui gravite un peu autour de nos patients à Garches, avec donc des médecins, à la fois médecins génétiques, sport, chirurgiens orthopédiques, médecine interne, et puis médecins de la douleur, et puis différentes personnes qui ont plus des professions paramédicales. En France, il y a donc un réseau de centres de référence pour ces malades-là, avec donc un centre coordonnateur à Garches, 2 centres constitutifs à Necker et à Clermont-Ferrand, et puis différents centres de compétences que vous retrouverez sur le site de la filière Oscar. Différentes informations que vous pouvez retrouver aussi.
donc la journée annuelle de la filière Oscar sur les syndromes d'Ehlers-Danlos non vasculaires, qui a lieu en général au mois de novembre, là, qui est passé depuis un mois. Les tutoriels donc, sur le site de la filière Oscar. On a également travaillé sur des podcasts qui sont que vous pouvez réécouter sur le site Rare à l'écoute. Les associations de malades avec lesquelles on travaille, l'AFSED, l'UNCED et CED1+. La filière Oscar. On dépend aussi d'un réseau européen de référence qui est Reconnect pour les maladies du tissu conjonctif. Et on travaille aussi avec l'EDS Society. Et puis, dernière dia, et après, je vous laisse. Cette information importante, il y a maintenant un diplôme interuniversitaire qui existe sur toutes ces pathologies donc de l'hyperlaxité au syndrome d'Ehlers-Danlos, auquel le professeur Autier a accepté de participer avec son expertise sur un certain nombre de diagnostics différentiels. Et donc, voilà, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous inscrire. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très belle présentation très complète. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En fait, j'en ai deux. Je voulais savoir si les patients que vous aviez éliminés avant les critères de 2017, ça serait pertinent qu'ils reviennent vous voir ou pas, premier point. Et deuxième point, c'était de savoir s'il y a un lien entre Ehlers-Danlos et le métabolisme du cuivre, et notamment les carences en cuivre. Voilà. Alors, la première question, en principe, si on a écarté le diagnostic de syndrome d'Ehlers-Danlos avant les critères de 2017, il n'y a pas forcément de raison, si la clinique n'a pas changé, de revenir. En revanche, il y a des choses nouvelles, c'est ce que j'expliquais un petit peu, si la clinique évolue, s'il y a des nouveaux critères qui ont pu apparaître, ça peut être intéressant de revoir la famille. Enfin, c'est des choses qu'on a l'habitude de faire. Souvent, la question, elle est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire des patients qui ont pu être diagnostiqués avant les critères de 2017 et est-ce qu'ils les ont toujours à la lumière des critères de 2017? Bon. Au final, quand c'est nous qui les avons diagnostiqués, c'est rare qu'on vienne sur un diagnostic parce que finalement, les critères de 2017, ils collaient pas mal à ce qu'on faisait déjà avant. Mais voilà, ça peut arriver, mais de toute façon, je dirais que c'est pas très grave. L'important, c'est la prise en charge derrière et de savoir un petit peu dans quel cadre on est. Et concernant le métabolisme du cuivre, c'est vrai que d'ailleurs, à un moment donné, il y avait certaines pathologies du cuivre qui étaient proposées dans une des classifications. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, ça reste dans les pathologies du cuivre. Mais c'est vrai que le occipital horn syndrome fait partie des diagnostics différentiels, notamment des syndromes d'Ehlers-Danlos. Oui. Du coup, concernant l'association existe par rapport à nos normes, effectivement, en termes de traumatisme, pour le coup, c'est pas dans l'enfance, c'est dans l'adulte, des choses comme ça. Après, l'implantation ou après l'exploitation. Donc, là, je pose la question par rapport à comment pour une solution qui peut être concernée par ce syndrome ou on peut il n'y a pas du tout du coup de lien de ce que vous avez expliqué avec le syndrome d'activation déficitaire. Pas de chance si on voulait.
Merci pour votre question. Alors, on a travaillé avec le centre de référence des syndromes d'activation masticitaire qui est Pierre, qui est coordonné par le professeur Aline, et qui a recherché justement à la fois chez des patients qui ont des désordres réguliers, mais aussi chez les diopathiques syndrome de la Rose, on a adressé un syndrome d'activité masticitaire. Et en fait, il y a un seul patient qui a authentiquement un syndrome de la Rose et un syndrome d'activation masticitaire. Donc en fait, ce qu'ils disent, je m'explique certainement beaucoup moins bien qu'eux sur le sujet, parce que c'est pas mon sujet, mais pour en avoir beaucoup discuté avec eux, en fait, ce qui ressort, c'est que il y a souvent une hyperactivité des mastocytes dans le cadre des relations de rencontres, mais pas forcément les événements les reproduits, etc. Que il y a un certain nombre, vous en avez parlé aussi, de ce qui est les POTS, les tachycardies, les dysautonomies, les troubles digestifs, les douleurs, tout ça, c'est les troubles neuropsychologiques. Parfois, c'est partie des symptômes qui sont pas spécifiques et qu'on rencontre en fait dans plusieurs entités pathologiques. Et alors, il y a une tendance, parfois un peu simpliste, à vouloir tout mettre un peu tout. Alors, du coup, les gens, ils arrivent avec j'ai un syndrome des lèvres dans l'os, un SAMA, un POTS, vous voyez, une espèce de liste comme ça, à travers des maladies. En réalité, quand on essaie de détricoter un petit peu les choses, et donc c'est vrai que pour ce qui est la question d'un éventuel syndrome d'activation masticitaire, on pose toujours la question à nos collègues. Et en fait, il peut y avoir une hyperactivité masticitaire, mais sans syndrome d'activation masticitaire. C'est deux choses différentes. Et ils insistent un petit peu là-dessus pour, voilà, qu'il n'y ait pas de raccourci non plus de fait, sinon, on est un peu, Merci beaucoup, Karen. C'était extrêmement important d'avoir justement cette explication, cette vision très claire sur les critères diagnostiques, les frontières des syndromes et les syndromes frontières. C'est très complexe et je pense que c'est très important de bien faire comprendre au fond que le syndrome des Lernos, ça reste rare et que l'hypermixité, c'est assez fréquent et qu'il ne faut pas confondre. Donc ça, je pense que c'est un bon message à faire passer parce que effectivement, il y a beaucoup de patients qui sont diagnostiqués par excès, qui ont été diagnostiqués par excès comme syndrome de Lernos. Quand ils passent à la limite des évaluations protocolisées, la gage, le diagnostic n'est pas retenu et finalement c'est très c'est très déplaisant pour les patients de plus être diagnostiqués. Donc, je veux dire, ça c'est un problème qui est important. Il y a des éléments que moi je retiens, c'est que quand même l'évaluation clinique est quand même importante. C'est ce qu'on essaie de faire à un moment donné aussi pour nos patients. Je crois que ça reste vrai. Et que l'association miel-vie et fatigue, eh bien, c'est une porte d'entrée qui est ultra fréquente et qui, sur les diagnostics, sont des diagnostics parfois de maladies rares. On a des cas de myopathie rare qu'on diagnostique par cette forme d'entrée, des secondaires, de ceci, c'est voilà, donc je vous remercie encore pour cette très belle présentation, très informative et très complète. Merci beaucoup.